Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va travailler le concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire, le concours de l'année dernière, 2020. Alors, pour ce concours, généralement, les parties les réconnovées. Alors, on met déjà la partie qu'on va voir, داخلة في le cadre de référence, تصطلح العام. Donc, il y a ici quelques consignes à respecter. Par exemple, l'utilisation du blanco qui est interdite. Vous avez l'utilisation de la calculatrice aussi interdite. Voilà, donc ce sont des consignes que je vous invite à lire strictement. D'accord? Il faut les lire à la lettre et les appliquer à la lettre. Le concours, Inch'Allah. Alors, on va traiter la partie de la biologie. Alors, donc on va agrandir. La première question. Ah non, je vais agrandir. Alors, la première question, l'expression de l'information génétique chez les eucaryotes passe par deux étapes. Donc, l'expression, avec le gène, il va s'exprimer. D'accord? Alors, A, la transcription au niveau du cytoplasme et la traduction au niveau du noyau. Est-ce que c'est vrai? B, la réplication au niveau du noyau et la transcription au niveau du noyau, du cytoplasme plutôt. 3, la réplication au niveau du noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. D, la réplication au niveau du cytoplasme et la traduction au niveau du noyau. Et dernièrement, E, la transcription au niveau du noyau et la traduction au niveau du noyau. Donc, pour les cinq suggestions, vous avez déjà trois phénomènes, comme la réplication, comme la traduction et la transcription. On est d'accord. Mais il faut savoir, pour l'expression de l'information génétique, d'accord, lorsque je parle de l'expression, je passe au support de l'information génétique à une protéine. D'accord? Donc, le support de l'information génétique, c'est l'ADN. On est d'accord. Donc, c'est l'ADN, c'est elle qui va s'exprimer. D'accord? Et s'exprime donc en ARNN et en protéines. D'accord? Donc, les phénomènes, les kinjulina, l'ARN M, c'est la transcription. Et le phénomène qui donne des protéines, c'est la traduction. Donc, jusqu'à présent, les deux phénomènes responsables voilà, de l'expression de l'information génétique contenue dans l'ADN. D'accord? La réplication, c'est pas quelque chose il exprime. Donc, la réplication, elle n'exprime pas l'information génétique. La réplication, elle fait juste en sorte de faire des copies. D'accord? De dupliquer le matériel génétique. Donc, question, suggestion via réplication. Donc, je vais la passer. Ici, j'ai la réplication. Je fais gaffe. Donc, B, c'est faux jusqu'à présent. C, c'est faux. D, c'est faux. Donc, il nous reste deux suggestions. A, donc, la transcription au niveau du cytoplasme et la traduction au niveau du noyau. Euh, la question A, la réponse A, bien sûr, elle est fausse. Pourquoi? Parce que la transcription, qu'est-ce qu'on fait le noyau, d'accord? Et la traduction au niveau du cytoplasme. Donc, la réponse juste, c'est E. Donc, je vais noter ici E avec un fluorescent. Voilà. Donc, la réponse juste, c'est E. Donc, passons à la question suivante. Alors, durant la métaphase de la mitose, les chromosomes sont à deux chromatides condensées constituées chacune d'un brin d'ADN. B. Sont à une chromatide décondensée constituée de deux brins d'ADN. C. Sont à deux chromatides condensées constituées chacune de deux brins d'ADN. D. Sont à une chromatide décondensée constituée d'un brin d'ADN. Et dernièrement, E, sont à deux chromatides décondensées
constituées chacune de deux brins d'ADN. Alors, c'est quoi la mitose? D'accord? La mitose, voilà, donc c'est une division des cellules somatiques et qui nous fait à quatre phases, la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Dernièrement, la cytodiarèse, mais je trouve ce détail. Les chromosomes durant la métaphase, d'accord, durant la deuxième phase, normalement qui sont alignés sur la plaque équatoriale. On est d'accord. Qui connaît des chromosomes bichromatidiens, c'est-à-dire chaque chromosome fait deux chromatides. D'accord? Donc, alors, ici, généralement, on fait deux chromatides. Donc, et suggestion, il y a une chromatide, je vais l'éliminer. Donc, je vais éliminer B. D'accord? J'élimine D. Donc, la meilleure manière, le QCM, donc vous éliminez rapidement les intrus, vous éliminez rapidement les suggestions qui n'ont pas de sens. On a la métaphase, un des chromosomes bichromatidiens. Donc, chaque chromosome a déjà deux chromatides. Donc, je vais éliminer B, d'accord, j'élimine D. Qu'est-ce qu'il me reste? A, C, E. Alors, H, deux chromatides condensées constituées chacune d'un brin d'ADN. D'accord? La chromatine est constituée d'un brin d'ADN. C'est faux. D'accord? Normalement, la chromatide est formée de deux brins d'ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est une molécule double brin. D'accord? Constituée de deux brins d'ADN formant une double hélice. D'accord? L'ARN بوحدة كتكون un brin, monobrin. D'accord? Donc, A, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste C et E. C, sont à deux chromatides condensées constituées chacune de deux brins d'ADN. E, deux chromatides décondensées. Alors, ça, c'est faux. D'accord? Et déjà, la prophase, qu'est-ce qu'on a? Une phase de condensation du matériel génétique. D'accord? Le matériel génétique, il se condense parce qu'il atteint la forme des chromosomes. Donc, E est faux. La réponse juste, c'est C. D'accord? Donc, je vais mettre C en marqueur. Passons à la troisième question. Alors, la loi de pureté des gamètes dit qu'il y a une association des allèles responsables de deux phénotypes différents d'un caractère chez l'hybride lors de la formation des gamètes, ou bien B, séparation des allèles réunis chez l'hybride lors de la formation des gamètes, C, séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez l'hybride, D, séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez l'homozygote, E, association des allèles responsables des deux phénotypes différents d'un caractère chez l'homozygote lors de la formation des gamètes. Alors, la génétique, déjà la génétique mendélienne, les trois fameuses lois de Mendel, à savoir la première loi, voilà, donc l'homogénéisation des hybrides, la dissémination, la loi de pureté des gamètes, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à présent, c'est-à-dire, donc les gamètes qui sont formés, ils subissent quoi généralement? Qu'est-ce qu'ils subissent? On a vu que, voilà, donc il y a déjà un brassage, il y a plusieurs types de brassage. Il y a un brassage interchromosomique, un brassage intrachromosomique. Donc, tout simplement, pour ne pas entrer beaucoup en détail, donc, essayez juste de revoir la partie où c'est répertorié les trois lois de Mendel, d'accord? Chaque loi, voilà, donc, explique un phénomène bien détaillé, la génétique. Donc, la question juste, c'est la séparation des allèles réunis. Donc, vous allez voir, la loi de pureté de gamètes dit qu'il y a une séparation des allèles réunis chez l'hybride lors de la formation des gamètes. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, la séparation des allèles, d'accord, après une ségrégation lors de la formation des gamètes. La réponse juste est B. Voilà. Donc, je vais vous faire, Inch'Allah, une autre vidéo. Euh, voilà, donc je vais travailler avec vous la génétique mendélienne et on va détailler chaque loi, d'accord? Chaque loi de Mendel
On va la détailler parce que pour appliquer une loi, c'est l'exercice une loi ou bien de parler une loi, c'est le phénomène biologique, génétique, l'ITRA, d'accord? Le brassage interchromosomique, وقتاش كيطرا وشنو كيطرا فيه, le brassage intrachromosomique, وقتاش كيطرا وشنو كيطرا فيه. Donc, la quatrième question, l'ARN de transfert ou bien l'ARNT, alors, s'associe par son anticodon à l'ARNM pour assurer la traduction, ou bien s'associe par son codon à l'ARNM pour assurer la transcription, s'associe par son anticodon à l'ARNM pour assurer la réplication, s'associe par son anticodon à l'ARNM pour assurer la transcription, et dernièrement, s'associe par son codon à l'ARNM pour assurer la traduction. Alors, c'est quoi l'ARNT? L'ARNT, c'est un organite, tout simplement, ou bien c'est l'ARN de transfert. C'est une molécule d'ARN, d'accord? Plutôt, c'est l'ARN de transfert. Je m'excuse, j'ai dit ARN ribosomique. Le ribosome, c'est autre chose. L'ARN ribosomique, ou bien autrement dit, c'est le ribosome, c'est un organite qui voilà, constitue deux sous-unités. Donc, essayez de voir la vidéo précédente, j'ai détaillé très bien la traduction. Donc, l'ARNT ou bien l'ARN de transfert, c'est tout simplement une molécule d'ADN qui est voilà, donc, repliée en L. Donc, c'est la seule molécule d'ARN qui a formé un organite. Donc, lorsque vous allez la voir, d'accord, vous allez voir que la molécule qui a de la complémentarité في les bases, d'accord? Les bases qui connaissent l'ARN, à savoir G, C, A et U. Il y a déjà une complémentarité. Il connaît l'organisme, mais l'ARNT. Donc, l'ARNT, généralement, son rôle, c'est quoi? De la partie qui confie un anticodon. D'accord? Un anticodon. Donc, l'anticodon, qui te fixe le codon, voilà, l'ARNM. Le codon, c'est un triplet de nucléotides. Ou la tête de l'ARNT, elle a un acide aminé spécifique, voilà, au codon lié de l'ARNM. D'accord? Donc, déjà, l'ARNT, voilà, il est impliqué uniquement dans la traduction. Donc, je vais commencer à éliminer les intrus. Donc, ici, j'ai B, il part de la transcription, j'élimine. C, voilà, il part de. Voilà, donc ils ont évoqué la réplication, je vais éliminer. D aussi, je vais éliminer parce que la RT, ça, elle n'intervient pas dans la transcription. Donc, il me reste deux suggestions. A, ils ont dit que la RT s'associe par son anticodon à la RNM pour assurer la traduction. Et juste, d'accord? حيث la RNT fait un anticodon. D, pourquoi il faut? قال لك la RNT s'associe par son codon à la RNM. Non, c'est faux. Le codon, oui, qui fait la RNM. La RNT, on a l'anticodon. Donc, la réponse juste, c'est A. Alors, cinquièmement, la carte factorielle ou bien la carte génétique est une représentation sous forme d'un graphique du positionnement des chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes liés lors d'un croisement test, les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés lors d'un croisement test, des gènes, soit les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants lors d'un croisement test, ou bien des chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants lors d'un croisement test, ou bien dernièrement des gènes sur les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés lors d'un croisement test. Très bien. Donc, la carte factorielle ou bien la carte génétique, donc, كنشوفها بزاف la génétique mendélienne, فاش كيكونوا عندنا donc un diébrélisme. D'accord? Donc, فاش كيكون عندنا un croisement avec de deux gènes. D'accord? Donc, la carte factorielle, elle sert premièrement à établir la distance entre deux gènes qui sont liés. Lorsque je dis gènes qui sont liés, c'est-à-dire les gènes sur le même chromosome, plus spécifiquement sur le même bras, soit sur le bras Q ou bien le bras P de la chromatide du chromosome. D'accord? Donc, c'est la distance, c'est pour calculer le pourcentage des recombinés et deuxièmement, calculer la distance des gènes liés.
Donc, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est une représentation sous forme d'un graphique du positionnement des gènes, d'accord? Du positionnement des gènes et pas des chromosomes. Donc, les questions qui font les chromosomes, non. C'est une carte voilà, voilà, donc, ça donne une idée sur le positionnement des gènes, sur les chromosomes, voilà. Donc, ici, je vais éliminer, donc, ce n'est pas le positionnement des chromosomes. J'élimine A, j'élimine B et j'élimine D. On est d'accord. Alors, il reste C et E. Alors, C, je ne alors, c'est voilà, donc un graphique du positionnement des gènes sur les chromosomes réalisé en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants lors d'un croisement test. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, la carte factorielle, elle sert pour calculer le pourcentage des gènes recombinés lors d'un croisement test. Des gènes recombinés, d'accord, lors d'un croisement test, parce qu'il y a des gènes liés. D'accord? Donc, la question juste est E. Voilà. Passons à la sixième question. Alors, les mutations. Concernant les mutations, alors, A, elles sont toujours avantageuses à celui qui les porte. Elles diminuent la diversité génétique au sein des populations. C, elles peuvent apporter un avantage sélectif à l'individu porteur de la mutation. D, elles sont transmissibles aux générations futures lorsqu'elles atteignent, atteignent les cellules somatiques. Et finalement, E, elles entraînent toujours des maladies génétiques héréditaires. Alors, donc, ce qu'on a ici, donc les mutations, ils ont dit elles sont toujours avantageuses à celui qui les porte. Non, ça c'est faux. Il faut déjà, on connaît juste par exemple les cancers, d'accord? La quasi-totalité des cancers sont causés par des mutations. Est-ce que le cancer est avantageux? Non. Donc A est faux. Alors, B, il diminue la diversité génétique au sein des populations. Non, généralement, voilà, donc, il augmente la diversité génétique. Alors, eux, ils entraînent toujours des maladies génétiques héréditaires. Non, c'est faux, d'accord? Parce qu'on sait déjà qu'il y a des maladies génétiques héréditaires, d'accord? Et alors, on peut aussi trouver donc une personne, qu'est-ce qu'on a dit, une mutation, mais ne présente pas des maladies. Donc, la mutation ne va pas forcément provoquer la maladie. Par exemple, on peut trouver une personne saine, d'accord, mais elle a une mutation, un gène, voilà, donc impliqué dans le cancer. Mais la personne n'a pas développé la maladie. Donc, c'est pas, elle n'entraîne pas forcément et toujours des maladies. D. Ils sont transmissibles en génération future lorsqu'elle atteignent les cellules somatiques. Non, c'est faux. Ils sont transmissibles en génération lorsqu'elles atteignent les cellules gonadiques. Donc, voilà, les spermatozoïdes, les ovocytes, c'est-à-dire les cellules somatiques. Non. Donc, il reste C. C, c'est juste. Donc, les mutations, ils peuvent apporter un avantage sélectif à l'individu porteur de la mutation, c'est-à-dire il sera sélectionné de la population. Donc, يكون مسميز بشي حاجة. Donc, c'est. Voilà, la réponse juste est C. Donc, 7. L'évolution de la population repose sur des innovations génétiques aléatoires et indépendantes des caractéristiques du milieu, ou bien l'évolution d'une population fait intervenir des mécanismes de diversité, de complexification des génomes, aboutissant toujours à des nouveautés phénotypiques avantageuses. C. Il dit toujours à une augmentation de la diversité génétique au sein de la population. D. Fait intervenir des mécanismes de diversification et de complexification des génomes qui aboutissent toujours à des nouveautés phénotypiques désavantageuses. Ou bien E. Est impossible sans modification du pôle génique de cette population. Donc la question, c'est... Alors, ça, c'est pour la génétique des populations. D'accord. Voilà, c'est cette leçon à deux modules. Les étudiants de deuxième bac SVT. Deuxième bac PC, ils n'en ont pas vu. Donc, pour les étudiants qui ont eu un parcours PC, donc, je vous invite à réviser très bien la génétique des populations. D'accord? Il faut réviser la génétique des populations. Parce que c'est quoi une population? C'est quoi une espèce? C'est quoi un pôle génique? La sélection naturelle,
comment calculer la fréquence allélique, génotypique, phénotypique, ça, vous devriez le savoir. Alors, je vais voir avec vous dans une vidéo où je vais vous faire un résumé, d'accord, Inch'Allah, de la génétique des populations. Donc, c'est quoi? Alors, je vais répondre rapidement. L'évolution d'une population est impossible sans modification du pôle génique de cette population. Donc, on ne peut pas avoir une évolution de la population sans modifier le pôle génique. C'est quoi le pôle génique? C'est l'ensemble. Alors, lorsque je dis le pôle génique ou bien le pôle génétique d'une population, c'est-à-dire l'ensemble de ses allèles, d'accord? Ce n'est pas l'ensemble des gènes, l'ensemble des allèles, parce qu'un allèle, euh, un gène peut être exprimé en plusieurs façons, c'est-à-dire un gène, voilà, donc à plusieurs allèles, d'accord? Modification du pôle génique, voilà, donc il oriente la population vers une diversité. Donc la question juste est E. Question 8. Alors, un ARN est une molécule qui n'existe que dans le cytoplasme des cellules, qui ne se lie jamais à une protéine constituée des quatre nucléotides, adénine, thymine, guanine, cytosine, dès qu'il n'intervient que dans la transcription des gènes, et finalement E, qui peut renfermer des codons non-sens. D'accord? Alors, la question juste. Donc, on va commencer à barrer l'intrus. Donc, la manière, les comprennent bien, on barre rapidement l'intrus. Regardez, même si vous, ce qu'on aura fait la réponse, alors je préfère, par exemple, je kiffe la réponse juste. Voilà, tu la laisses à part et tu vas détailler, d'accord? Tu vas détailler toutes les autres suggestions. D'accord? Tu seras incohérente. Voilà, tu l'élimines. Voilà, tu respectes la loi d'élimination. D'accord? C'est qui كيبقاو لك deux généralement كتبقى لك une اللي انت déjà عارف. Voilà, donc ça c'est la meilleure technique pour répondre au QCM. Alors, 8. Donc, l'ARN est une molécule qui n'existe que dans le cytoplasme des cellules, hein, mais elle peut exister généralement, elle est formée dans le noyau, donc elle quitte le noyau et migre vers le cytoplasme. Donc, c'est faux. Il ne se lie jamais à une protéine, si elle se lie à une protéine. D'accord? Elle se lie, par exemple, l'ARN ribosomique, elle est formée de alors, 20% protéines et 80% ARN. Alors, on a C, constitué de 4 nucléotides A, T, G, C. Non, c'est faux. On a A, mais on n'a pas T. Donc, au lieu de thymine, on a l'uracile. D'accord? Mais on a toujours guanine et cytosine. Qui n'intervient que dans la transcription des gènes. C'est faux. D'accord? Non, c'est faux. Elle intervient aussi, donc, le transfert chenal ARNT, c'est une molécule d'ARN. On est d'accord. Donc, c'est une molécule qui va donc exercer plusieurs fonctions. Donc, la réponse, c'est E. D'accord? Elle renferme des codons non-sens, c'est-à-dire des séquences nucléiques qui ne codent pas pour des gènes. Alors, on va détailler encore. On va passer à l'autre question. Alors, donc, la question 9. Donc, voyons maintenant la question 9. Alors, dans le diagnostic prénatal chez l'homme, parmi les techniques de prélèvement utilisées pour la réalisation du cariotype, on trouve alors A, la myosynthèse et la choriosynthèse, la radiographie et la choriosynthèse, l'échographie et la myosynthèse, l'échographie et la choriosynthèse, la radiographie et la myosynthèse. Alors, le diagnostic prénatal, c'est-à-dire lors de la grossesse, d'accord? Généralement, les premiers mois, d'accord? Donc, on va voilà, donc, faire un prélèvement pour, pour voir si l'enfant voilà, donc, présente des aberrations chromosomiques, des problèmes au niveau
chromosomes. Donc, on va faire un prélèvement, on réalise après un karyotype et on commence à étudier le karyotype. Donc, on va étudier s'il y a une anomalie du nombre, de structure des chromosomes. D'accord? Donc, ici, c'est juste une révision du cours. Donc, les deux techniques qui sont utilisées, donc je passe rapidement. Alors, c'est A, d'accord? L'amylysynthèse et la chlorisynthèse. Alors, quoi d'autre? Alors, 10. Alors, une espèce est moins diversifiée génétiquement qu'une population, ça A. B a une répartition géographique limitée, se définit strictement par le critère de ressemblance phénotypique, ne présente pas de variations génotypiques interindividuelles et soumise aux facteurs de diversité génétique. Alors, donc, une espèce, on la connaît déjà, d'accord? Donc, une population, c'est-à-dire l'ensemble des individus de la même espèce. D'accord? Alors ici, c'est la génétique des populations. Donc, il faut réviser très bien. Donc, une espèce, la question juste, une espèce est soumise aux facteurs de diversité génétique. Donc, elle est susceptible voilà, d'être impactée par une diversité génétique ou bien modification du pool, de son pool génique. Alors, la question D. Alors, voyons ça. Alors, la génétique des populations. Donc, le premier croisement, qu'est-ce qu'on a fait? On a croisé une poule de race pure à crête orsacée, à une poule, à un coq plutôt à crête simple. Donc, on a eu alors ce phénotype, ainsi de suite. Deuxièmement, on a étudié un autre caractère, la couleur la longueur des pattes. Ici, on a des pattes courtes. Voilà, donc après ça, on a eu des pattes courtes. Alors, donc pour cette question, pour ne pas vous perdre du temps, d'accord, parce qu'il nous reste. Alors, c'est la question 11. La question 11, la réponse juste est C. D'accord? Donc, Elina déjà, en se basant sur ces trois croisements et sachant que les deux gènes étudiés sont indépendants, donc sont pas liés, on peut écrire ainsi le karyotype du coq du croisement 3. D'accord? Donc, le coq du croisement 3. Donc, en étudiant, alors ici, attends, comme, voilà, donc comment écrire les, voilà, donc les génotypes. Alors, la question juste est c'est. Alors, je vais pour ne pas entrer dans le détail, donc R sur R, c'est-à-dire c'est dominant, grand C sur petit c, donc grand C, c'est le gène, c'est l'allèle dominant, petit c, c'est l'allèle récessif. Alors, passons à la question 12. La question 12. Alors, le document suivant représente le karyotype d'un fœtus. À partir des informations titrées du document, on peut déduire que ce karyotype est celui d'une cellule d'un fœtus mâle à des N plus 1 égale à 47, issu de la fusion. D'accord? Donc, le karyotype est celui d'un fœtus. D'accord? Attends, on a la formule chromosomique. D'accord? Il a 47 chromosomes en totalité. D'accord? Généralement, c'est un fœtus qui est mâle. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai le chromosome X et j'ai le chromosome Y. Très bien. Pourquoi 47? Alors, vous allez voir qu'il y a voilà, donc, une duplication du chromosome 18. Donc, c'est la trisomie 18 au syndrome d'Edwards. Alors, donc, le karyotype, il est issu de la fusion d'un gamète eucaryotype normal et d'un gamète résultant d'une méiose dans la prophase 2 a présenté une anomalie. Alors, B, de deux gamètes eucaryotypes anormaux résultant d'une méiose dans l'anaphase 1 a présenté une anomalie. C, de deux gamètes eucaryotypes anormaux résultant d'une méiose dans l'anaphase 2 a présenté une anomalie.
d'un gamète au karyotype normal et d'un gamète résultant du méiose dans l'anaphase 1 a présenté une anomalie. E, d'un gamète au karyotype normal et d'un gamète résultant du méiose dans la prophase 1 et la prophase 2 ont présenté une anomalie. Alors, donc la réponse, généralement, il faut déjà impérativement bien réviser la mitose et la méiose. Parce que faut chaque phase de la mitose de la méiose qui fasse les chromosomes qui connaissent, d'accord? Ou qui connaissent bichromatidien, monochromatidien, pour répondre à cette question, d'accord? Alors ici, la réponse juste est D. Donc, head, le karyotype, il est issu, donc le fœtus, il est issu d'un gamète eucaryotype normal et d'un gamète résultant du méiose dans l'anaphase 1, d'accord, a présenté une anomalie, d'accord? Donc, c'est l'anaphase. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'anaphase? C'est quoi? Alors, l'anaphase 1, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation voilà, donc, des chromosomes sœurs. Donc, un chromosome qui me chie le pot de la cellule et l'autre chromosome qui me chie l'autre pot de la cellule. Le problème ne vient pas de l'anaphase 2, non, l'anaphase 2, déjà fait l'anaphase 2 qui connaît les chromatides, au moins les kits séparés, d'accord? Et ce n'est pas les chromosomes. Donc, dans la phase 1, il y a séparation des chromosomes. Il y avait un problème voilà, d'un chromosome qui n'a pas été séparé, d'accord? Et du coup, les deux chromosomes, en même temps, ils ont migré vers le même pôle, d'accord? Créant bien sûr une trisomie, d'accord? Un gamète, voilà, atteint un chromosome normal, l'autre gamète atteint deux chromosomes, d'accord? Un chromosome a échappé, d'accord? Au lieu, voilà, qu'il part dans l'autre sens de la cellule, il a rejoint, d'accord, le chromosome sœur. Donc, la réponse juste est D. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Question 13. Le document suivant présente l'évolution de la quantité d'ADN par noyau depuis la formation des spermatozoïdes à partir d'une cellule mère dans les testicules jusqu'à l'obtention d'un embryon de deux cellules. D'accord? On a ici un document qui présente la quantité d'ADN par noyau, toujours unité arbitraire. Alors, qu'ici, on a cellules sexuelles mâles, voilà. Alors, cette phase, on a la fécondation, la fusion des noyaux, d'accord? Je vous la quantité d'ADN, comment elle évolue, d'accord? Jusqu'à la formation d'un embryon. Alors, on a un c'est quoi? Cellule œuf, d'accord? Après la fécondation, qu'est-ce qu'on a? Une cellule œuf, on est d'accord. Deux, on a une cellule embryonnaire, voilà, ça on le sait. H, qu'est-ce qu'on a? On a entré de la tête du spermatozoïde dans le cytoplasme du gamète, voilà. Alors, la question, le graphique de ce document montre deux réplications et trois divisions cellulaires et que la fécondation correspond à la fusion des noyaux des gamètes haploïdes ayant répliqué leur ADN et ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut très bien lire les suggestions Litsatablina pour répondre. D'accord? Wesh, il s'agit de deux réplications et de divisions cellulaires. D'accord? Aoula, généralement, une réplication et trois divisions cellulaires. Donc, on va voir. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Si vous il a très bien, qu'est-ce que vous allez voir? Et là, la réplication, d'accord? La réplication, il y a la phase S, d'accord? C'est le schéma de la mitose, d'accord? Parce qu'on a l'interface plus la mitose. Alors ici, Randy, bien sûr, les divisions qui connaissent les cellules gonadiques, les spermatozoïdes et les ovocytes, la méiose, d'accord? Donc, j'ai une méiose, une interface, après, il y a la méiose. On est d'accord. Donc, interphase, méiose, fécondation. D'accord? Donc, Awelen, Qarit, le document, et je l'ai décortiqué. D'accord? La phase S, c'est la phase de la réplication. D'accord? On est d'accord? On y voit la réplication.
Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai diminution de la quantité d'ADN. D'accord? Une diminution de la quantité d'ADN. Donc, essayez de voir comment l'ADN est diminué. D'accord? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Une diminution. Donc, la réponse juste est C. Donc, le graphique de ce document montre de réplication et de division cellulaire et que la fécondation correspond à la fusion des deux noyaux de gamètes haploïdes ayant répliqué, d'accord, l'ADN. Regardez-moi ici. On dit la réplication. Ici, j'ai une réplication. On dit il y a une division. Et j'ai ici une division. On est d'accord. D'accord? Voilà. Donc, ça, on est d'accord. Et là, comment, c'est la réplication. J'ai passé 2Q, voilà, à 2Q. D'accord? Il y a un double. Regardez-moi ici. Donc, j'ai passé à Q2, Q sur 2 à Q. D'accord? Elle dit c'est une réplication. Ça, c'est une division. Regardez-moi. Donc, une division cellulaire. Donc, de T, de 2Q à Q. D'accord? Dès l'isqatana, vous allez voir 2Q. Alors, E, bien sûr, la quantité d'ADN a diminué. Regardez-moi ici. 2Q à 2Q. Donc, 2 réplications et 2 divisions cellulaires. La réponse, juste est C. Alors, question 14. Un des codons pour l'acide aminé glutamine est CHG. D'accord? Donc, un codon liquide natif, l'ARNM. Donc, son anticodon au niveau de l'ARNT est A5', CUU3', 5', GUC3', 5', CTG3', 5' CUG3', 5' GTC3'. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? D'accord? Gallic, c'est quoi son anticodon? Donc, il a déjà attaqué l'acide aminé, d'accord? Li, hamlou, la RNT, d'accord? À de l'acide aminé, déjà, son codon spécial, l'ARN messager, ou CAG, d'accord? Normalement, son anticodon est complémentaire, d'accord? Généralement, Raycon, G, U, C. On est d'accord. On va étudier, on va voir. Alors, voyons ça. Alors, son anticodon, c'est quoi? Premièrement, je vais éliminer les intrus. Mais un liche timine, qui a bien sûr juste l'ADN. J'élimine ça et j'élimine ça. Il y a A, B et D. D'accord. On a عارفين باللي au niveau de la RNM, il y a toujours 5', 3'. D'accord? Donc, la traduction, voilà, donc elle s'effectue dans le sens 3', 5'. D'accord? Le complémentaire, c'est CAG. C'est quoi? Le complémentaire de CAG, c'est GUC. D'accord? Mais c'est on dit 5', ici, j'ai 3'. Normalement, ce qu'on a dit ici, G, ce qu'on a dit ici, 3', G, U, C et 5'. نقلب على هنايا. J'ai UU, non, ça c'est faux. Il me reste B et D. D'accord? Le complémentaire, quel est dit? comme CAG, j'ai 3', CAG, 5'. Plutôt 5', CAG, 3'. Donc, son complémentaire, il y a son anticodon et qu'on 3', G, U, C, G, 5'. Voilà, donc 3', guanine, uracile, cytosine et extrémité 5'. D'accord? Donc, la réponse juste, c'est D. On va la marquer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, donc veuillez m'envoyer un message ou bien écrivez-moi dans le commentaire. Question 15. Une maladie M est due à une activité nulle d'une enzyme E. Le pédigré suivant présente la transmission de cette maladie dans une famille et précise le pourcentage d'activité enzymatique en pourcentage chez les membres de cette famille. C'est-à-dire, lorsque l'enzyme ne fonctionne pas, d'accord, donc on a la pathologie.
D'accord? Attends, comme ici, lorsqu'il est le pourcentage d'activité, lorsque l'enzyme fonctionne à moitié, à 50%, quand même, on a un phénotype qui est normal. Donc, la personne ne développe pas la maladie. Ici, c'est une arbre généalogique. Voilà, j'ai la fratrie des parents. Donc, génération 1, génération 2, génération 3. Alors ici, j'ai un homme malade, un homme sain, une femme saine. D'accord? Ça, c'est la légende. On peut conclure que la maladie est récessive autosomale, récessive liée à X, récessive liée à Y, dominante autosomale, dominante liée à X. Premièrement, une maladie dominante, je connais qu'est-ce qu'on présente, j'ai mis les générations. D'accord? Regardez, j'ai ici un, voilà, donc un fils malade à partir de ses parents qui sont sains. D'accord? La maladie n'est pas dominante. Donc, un dominante, les parents sont dominants. Normalement, quand la maladie dominante, les parents sont malades. Donc, DE, non, c'est faux. D'accord? La maladie n'est pas dominante. OK? Alors, récessive liée à Y. D'accord? Normalement, elle est liée à Y. Je vais voir aussi. Alors, normalement, si elle est liée à Y, non. Liée à X, généralement, s'il est lié à X, on doit avoir les garçons et les filles sont atteints avec la même fréquence. D'accord? La maladie, elle est récessive autosomale, c'est-à-dire elle est portée sur un autosome et pas un gonosome. Donc, 16. La fréquence d'apparition dans le sexe masculin du syndrome d'Hunter, c'est une maladie récessive liée au chromosome X de 1 sur 1000, d'accord, chez le sexe masculin. La fréquence d'apparition de la maladie dans le sexe féminin est, voilà, selon la population en équilibre, selon la loi de Hardy-Weinberg, toujours dans le cours de la génétique de population, est-ce que c'est A, B, C, D et E, d'accord? Donc, d'après vous, généralement, 1 sur 1000 chez le sexe masculin. D'accord? Donc, la fréquence d'apparition de cette maladie chez le sexe féminin, alors on va multiplier 1 sur 1000, enfin 1 sur 1000, d'accord? La réponse juste est E. Donc, 1 sur, voilà, 1 million. Alors, question suivante. Donc, 17. On dispose des enzymes de restriction suivantes qui découpent l'ADN en des trois précis. Un enzyme de restriction, c'est un enzyme voilà, donc qui va couper les fragments d'ADN dans des régions bien spécifiques. Alors, on a l'enzyme HPA1, INT3, ECO, RI. D'accord? Chaque enzyme, il reconnaît donc une séquence spécifique au niveau de l'ADN et il assure une cassure. L'enzyme ou les enzymes de restriction qui peuvent agir sur la séquence d'ADN suivante, la voici. D'accord? Et HP1, ou bien HP1 et ECO-R1, ECO-R1, ou bien ECO-R1 et INT3, ou bien INT3 et HP1. D'accord? Généralement, ketchup, chaque enzyme, d'accord? HP1, voilà, il va couper entre TA, A et T. D'accord? En respectant, regardez, il va couper entre A de la séquence. Donc, je vais chercher où j'ai de la séquence. D'accord? Donc, il est quand j'ai de la même séquence, la même séquence, indique de la molécule d'ADN. La même, d'accord? Indique la molécule d'ADN. Donc, HP1 va intervenir. Donc, essayez de chercher s'il y a de la même séquence. Elle existe. D'accord? La même chose, essayez de voir s'il y a de la séquence et elle existe. D'accord? Essayez de voir si cette séquence, elle existe dans la séquence d'ADN Li-Satascom. D'accord? Alors, moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé cette séquence, je n'ai pas trouvé cette séquence, mais j'ai trouvé la séquence de ECO R1. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est, voilà, C-A-A-T-T-C.
Alors, GG, AA, TT, C. Voilà, cette partie. Donc, l'enzyme qui va couper, c'est écho R1. La réponse juste est C. Alors, 18, il ne reste que 3 questions. Les figures suivantes représentent quelques étapes de la méiose. Voilà, les étapes de la méiose. Alors, l'analyse de ces figures montre, donc essayez de lire. Voilà, donc est-ce que la figure 1 représente une cellule en prophase 1? Voilà. Est-ce que la figure 3 représente anaphase 1? D'accord. Est-ce que la figure 4 représente une cellule en télophase, suivant le brassage interchromosomique? Donc, il faut réviser très bien la méiose et euh, voilà les phénomènes Liquet-Trofea. Donc, je vais répondre maintenant. La réponse juste est A. Donc, la figure 1 représente une cellule en prophase 1 qui permet le brassage intrachromosomique. Donc, le brassage intrachromosomique, c'est-à-dire le brassage entre les chromosomes sœurs. D'accord? Voilà, il y a des tétrades qui sont formés et qui connaissent voilà, donc un chiasma, voilà, un chromatide, voilà, qui se lie, d'accord, avec le chromatide du chromosome sœur. Il y a formation d'un chiasma et voilà, donc il y a un brassage intrachromosomique. Lorsque je dis intrachromosomique, c'est-à-dire dans la même, voilà, même paire de chromosomes. Figure 3 représente une cellule en anaphase 1 qui permet le brassage interchromosomique. Voilà, tout simplement, j'ai la séparation des chromosomes. Donc, chaque chromosome migre. D'accord? Je n'ai pas des chromatides qui migrent. Donc, je suis dans le cadre de l'anaphase 1. D'accord? Au niveau de l'anaphase 1, il y a un brassage interchromosomique. La réponse juste est A. D'accord? Très bien. Question 19. Génétique mendélienne. Alors, un horticulteur voudrait améliorer son jardin à fleurs. Pour cela, il croise une plante P1 à fleurs blanches et à pieds lisses avec une plante P2 à fleurs roses et à pieds épineux. La première génération F1 est composée de plantes à fleurs roses et pieds épineux. D'accord? Un croisement effectué entre les hybrides F1 a donné à de la répartition. Voilà, cette répartition. Les proportions des phénotypes obtenus à la génération F2 s'expliquent comme suit. Donc, essayez de lire, d'accord? Je vous accorde un peu de temps. Ou bien vous pouvez stopper la vidéo pour lire. Voilà. Voilà, la réponse juste. Alors, les proportions des phénotypes obtenus à la génération F2 s'expliquent comme suit. À savoir, on a deux gènes qui sont indépendants et les deux phénotypes résultent les deux phénotypes recombinés résultent d'un brassage interchromosomique lors de la formation des gamètes chez les hybrides F1, c'est-à-dire voilà, donc pieds épineux et fleurs blanches. Voilà. Et on a aussi pieds lisses et fleurs roses. Donc, il y a les deux caractères, d'accord, sont apparus voilà, suite à un brassage interchromosomique, l'anaphase 1, voilà, lors de la méiose, le temps de la formation des gamètes. Donc, la réponse juste est D. Alors, on la marque. Alors, question 20. La figure ci-dessous représente une cellule dentaire de lys en division. D'accord? C'est une fleur, une plante. Voilà. Cette photographie représente une cellule. A, donc la formule chromosomique. 2n égale à 24 en anaphase d'une mitose. 2n égale 24 en prophase d'une méiose. 2n égale à 12 en métaphase d'une mitose. 2n égale à 12 en anaphase 2 d'une méiose. 2n égale à 24 en anaphase 1 d'une méiose. D'accord? Je mets déjà
c'est quoi une formule chromosomique pour te faire comme des exercices. Essaye de regarder les vidéos précédentes, d'accord? J'ai très bien expliqué les formules chromosomiques et comment, à partir d'une cellule, écrire la bonne et exacte formule chromosomique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, on va donc étudier. Donc, elle me dit déjà de la phase liquide Donc, j'ai séparation des, voilà, donc, des chromosomes. D'accord? Elle dit l'anaphase. Jusqu'à présent, elle dit l'anaphase. Et il y a un truc, ma fiche anaphase, je vais l'éliminer. Donc, je ne parle pas de propase, je ne parle pas d'anaphase, de métaphase. Donc, B et C à éliminer. Il me reste A, D et E. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux N. Qu'est-ce que ça veut dire deux N? Deux N, c'est-à-dire que les chromosomes sont regroupés en paires. D'accord? J'ai ici un chromosome, Belto, qui est son chromosome sort qui a été séparé. Alors, je vais calculer le nombre total des chromosomes. Alors, j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Généralement, c'est 24 chromosomes. D'accord? Donc, totalité, j'ai 24 chromosomes. On est d'accord. Donc, 2n égale à 24. Donc, 24, ça veut dire, parce que tu vois 24, ça veut dire que c'est le nombre total des chromosomes. 2n, H2, parce que le chromosome est regroupé en paires. Donc, la réponse juste est E. Donc, et cette formule chromosomique, c'est 2n égale à 24 en anaphase 1 d'une méiose. En anaphase 1, il est question de la séparation des chromosomes et pas la séparation des chromatides. Donc, comme ça, un conocellina, donc la correction du concours il y a l'année dernière, 2020. J'espère que Ntsabu Soumaïa, que vous avez appris quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, c'est avec un grand plaisir. Je vous mettrai après le lien de ma page sur Instagram. Et voilà, donc.